Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. Le club qui retrouve bien entendu son standing habituel, son présentateur historique. Après la petite parenthèse de la semaine dernière avec ma chère Julie. Merci beaucoup Julie. Ah bah de rien, Jalal, je vois que je suis remerciée comme il le faut. Voilà, exactement. Tu as été une bonne remplaçante. Tu sais que les gens me demandent de revenir. Bah, ce que j'ai vu, en fait, elle s'est crue, voilà, elle a même critiqué le grand Jalal sur Twitter. Elle a dit non, c'est pas moi qui suis excellente, c'est que juste lui qui n'est pas terrible. Quand on confie son bébé à Julie Rosselin, voilà ce qu'elle nous en fait, Reda. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé entre Barthez et à l'époque Lama, si vous vous rappelez. Non. Bah, Lama s'est blessé, Barthez a pris la place et il n'a jamais pu revenir. Ouais. Bon. Julie ne m'a pas raté, mais c'était un super plaisir. Merci beaucoup, Julie, d'avoir assuré cette émission. Ah, mais c'était surtout c'était pour signaler qu'il faut que tout le monde sache qu'elle t'a crevé les pneus en fait. Ah, elle va crever les pneus. Elle t'a crevé les pneus pour pas que tu viennes. Et c'est juste incroyable. Je suis beaucoup plus stressé que d'habitude pour préparer cette émission. Oui. Mais c'est bien, c'est une pression positive. C'est une pression bien positive. Sûr. Mais je vais faire en sorte à ce que, et tu me connais très bien pour m'avoir pratiqué sur plusieurs émissions ces dernières années, que je finis par me venger. Et ça va commencer ce soir, tu vas voir. Tu vas avoir plein de petites surprises. On va parler de beaucoup de choses ce soir, les amis. Bien entendu, nos sujets habituels dans le club, les compétitions européennes, la Ligue des Champions, une surprise, grosse surprise, je suis quand même censé dire, l'élimination de Manchester United de José Mourinho, sorti dès les huitièmes de finale par Séville. Séville qui l'a emporté grâce à un Wissam Ben Yedder exceptionnel. Et puis qualification dans la douleur aussi, cette fois de l'AS Rome à domicile face au Shakhtar Donetsk. Il sera question aussi des rencontres de demain. Surtout une, puisque le Bayern de Munich, il s'agit d'une simple formalité pour les Bavarois après la victoire 5-0 face au Beşiktaş Istanbul, mais on parlera avec notamment notre consultant pour le football espagnol, Fred Hermel, sur ce choc Barça-Chelsea qui s'annonce beaucoup plus ouvert qu'on l'aurait pensé après le match nul du match aller. Et puis aussi, on parlera des deux, en tout cas, sujets chauds un petit peu en Europe, en Espagne et en France. Neymar, l'avenir de Neymar. Certes, le père du joueur rassure, Neymar est à Paris et restera à Paris, mais souvent, ce genre d'affirmations sont là pour commencer à nous dire qu'il n'y a pas de fumée. Habité à Paris, parce qu'il aime bien la ville. Jouer, c'est autre chose. Il jouait, ça, on ne sait pas encore. Et puis, on parlera de Zidane. Avant tout cela, quelque chose qui nous intéresse directement, la liste d'Hervé Renard pour les deux seuls véritables matchs amicaux avant la Coupe du Monde, en tout cas avant le stage de préparation à cette Coupe du Monde. Ça sera le 23 en Italie, à Turin, face à la Serbie, et puis le mardi 27 à Casablanca, face à la Serbie. Pas de grosses surprises à l'Ouzbékistan. Voilà, la Serbie, on ne va pas jouer deux fois contre l'Ouzbékistan. Pas de grosses surprises là, sur cette liste. Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Serbie, Turin, Kazakh, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Non, oui, bien sûr, si, il y a des surprises. Non, oui. Il y a des surprises, oui, moi je trouve qu'il y a des surprises. Bon, on ne va pas passer beaucoup de temps à commenter cette liste, c'est une liste de 29, je pense que... Moi, à mon avis, Renard, il a les idées très claires. À part sur le secteur offensif, où il faut s'attendre à des tests. Voilà. Il faut s'attendre à voir... C'est là où c'est un petit peu changé, parce que l'éclosion d'El Kaabi et de Walid Azarov. Voilà. Donc il va, à mon avis, et il sait d'ailleurs lui-même, il nous l'avait confié quand il était venu, que le chantier, tout ce qui était bloc défensif était à peu près en place. On peut déjà, quasiment, à moins de blessures, faire les 5 de derrière, les 3 du milieu. Bon, devant, il va chercher à voir qu'est-ce que vaut le Kaabi à un échelon supérieur par rapport à sa performance au Chan, par rapport à Boutaïb qui a été performant dans les éliminatoires. Voilà, il va falloir voir si Halit s'intègre là-dedans.
Donc on va passer beaucoup de temps à commenter une liste de 29, dont en fait, ou pas d'ailleurs, dont en fait les titulaires de la Russie sont quasiment déjà connus, à part, je le répète encore une fois, pour le secteur offensif, qui est le vrai chantier, l'animation offensive, qui est le vrai chantier de Renard d'ici au premier match contre l'Iran en juin prochain, quoi. Julie, justement, un joueur comme Ayoub El Kaabi, qui a été la révélation, bien entendu, du CHAN, 9 buts, des actions exceptionnelles. Est-ce qu'il ne pourrait pas être, par exemple, comme ça a été le cas en France, par exemple Thierry Henry, pour le Mondial 98, il arrivait vraiment à la dernière minute, il a rejoint cette sélection. C'était le joueur un peu surprise avec Trezeguet, parce qu'ils avaient brillé avec Monaco à l'époque, et du coup, ils ont explosé lors de cette Coupe du Monde. Est-ce que Hervé Renard pourrait jouer ce pari? À mon avis, c'est même un pari qu'il doit jouer, en tous les cas, pour une raison principale, c'est qu'à mon avis, on a tous vu ce joueur éclore, on a tous vu ce joueur briller, et que quelque part, c'est un absent que cette équipe ne pourrait pas avoir. Je pense que c'est une absence qui serait difficile à surmonter. Après, je pense que la difficulté maintenant pour Hervé Renard, c'est peut-être de certains qui ont participé à cet événement qui a été la qualification, c'est de réussir à dire peut-être à certains éléments, ça va s'arrêter là en fait. Vous avez participé à cette première étape et pas à cette deuxième. Je pense que ça, c'est vraiment, à mon avis, la difficulté d'un sélectionneur dans la position qu'il est aujourd'hui. Sur ce poste, Hervé Renard a quand même... on a vu les joueurs succéder. Ça commence avec l'Arabi qui a été, à partir de la CAN, évincé. On a vu Bouhed Douz dans la CAN. On a vu Boutrier plus tard. On peut très bien voir le Kaabi demain. Je veux dire, c'est pas non plus... Qui offre quelque chose que n'a pas Boutrier. C'est un joueur moins physique, mais plus vif. Gaucher, c'est intéressant d'avoir un gaucher dans l'axe. Il offre une option. Voilà, pour moi, ça peut être une option intéressante. Et lui, Reda, et Walid Azaro, parce que autre joueur qui a vraiment explosé, l'attaquant d'Al Ahly, qui retrouve d'ailleurs la sélection. Donc je voudrais signaler les énormes qualités morales, parce que quand on s'intéresse un peu à la presse égyptienne, et ce qu'il a pris, le malheureux, pendant les premiers mois où il était un peu à côté de ses pompes, il a eu une phase d'adaptation qui n'a pas été longue, mais il a été massacré par la presse locale avant aujourd'hui de mettre tout le monde d'accord avec ses performances. Et quand on parle de massacrer au niveau de la presse en Égypte, c'est terrible. Parce que d'abord, les médias sont très très nombreux, et ils passent pas pour être des enfants de cœur. Non, voilà, c'est une presse qui est très souvent populiste, qui attaque sans discernement. Voilà. Une autre question qu'on peut se poser, c'est un peu le sort de Yamer. Yamer était dans les listes, il a disparu, c'est un peu bizarre. Il a disparu, Reda, parce qu'en même temps, moi je trouve que le gars il vient d'être transféré, de signer, donc forcément c'est normal qu'il ne joue pas, mais moi je pense que si jamais Yamer arrive à aligner les rencontres, pourquoi pas? C'est un joueur qui plaît beaucoup à Hervé Renard. Oui, enfin moi, à la limite, on peut même imaginer un scénario où il se soit parlé, mais bon, en l'absence de cette information, en tout cas je ne l'ai pas, je ne peux pas la relayer, mais pour un match en Italie à 100 km de son club, pour un joueur qui doit douter un petit peu parce qu'il vient de signer et qu'il n'a pas encore joué, une petite... c'est juste... tu as raison, mais peut-être une position. Après, peut-être, comme je t'ai dit... qu'ils se sont parlé et qu'il lui laisse le temps aussi de s'adapter avec son nouveau club et sa nouvelle expérience. Mais je voulais quand même signaler un point, pourquoi on passe un peu rapidement sur les listes. Je pense qu'on doit être, ça fait des années que ça dure, on doit être les seuls journalistes sportifs, ou en tout cas intervenants dans le domaine du sport, dans des médias, qui quand ils voient une liste sont obligés d'aller sur Internet. C'est-à-dire que je ne pense pas que les journalistes anglais, ou par exemple, ils connaissent tous les joueurs. Ils connaissent les joueurs, ils les ont vus grandir, et à un moment, ils s'imposent ou ne s'imposent pas. C'est un petit peu une lacune de notre part. Non, c'est pas une lacune de notre part, parce que le championnat turc, je ne le regarde pas. Je ne peux pas te dire, moi... Et puis il y a le cas des binationaux qui sont pas sûrs. Qui sont pas sûrs. Voilà, on ne sait pas à quel moment ils sont devenus. Mendil a fait 6 matchs depuis le début de l'année, il a été blessé. Qui peut me parler de Mendil aujourd'hui? Personne, c'est très difficile. Voilà. C'était déjà le cas avant. Mais, pardon? C'était déjà le cas avant sur ce joueur-là. C'est une situation qui dure depuis très longtemps. Je comprends pas le sens de ton propos. Ça veut dire que du coup, tu préférerais plus de joueurs issus de la Botola? Non. C'est dans ce sens-là? Non. Je dis juste que dans un football normal, surgit une élite qui est connue des spécialistes qui suivent cette élite et dont sort le substrat du substrat
qui sont l'équipe nationale. Voilà. Et que ces joueurs, par leurs performances qui sont sous les yeux de tous les observateurs, finissent par s'imposer ou ne pas s'imposer, ou générer un débat par leurs performances qui sont suivies par tout le monde. Chez nous, on a des joueurs qui sont expatriés ou qui font des matchs qu'on ne voit pas, qu'on voit arriver chaque 3 mois, chaque 2 mois, chaque 6 mois. C'est incommentable. Voilà ce que je dis. C'est une situation qu'on a en commun avec tous les pays maghrébins, mais qui fait qu'in fine, on est là, comme ça, on va sur Internet, voilà, il a joué. Après, pardon, mais c'est une difficulté que d'autres auxquelles sont confrontées d'autres équipes. Enfin, je veux dire, la sélection française doit attendre que Antoine Griezmann change de club, alors qu'on dit depuis que les spécialistes de la Liga disent ce gars-là, il est phénoménal, il joue super bien. Il faut attendre même que le sélectionneur le voit jouer dans une grande équipe, tu vois. Ouais. Donc, en tout cas, une problématique, un vrai problème pour Hervé Renard, une question existentielle et d'une importance capitale, celle du gardien de but. Alors aujourd'hui, Hervé Renard se retrouve dans la situation suivante. Le gardien titulaire, Mounir Mohamdi, qui a toujours été là. Irréprochable. C'est-à-dire, le gars, depuis qu'il est arrivé en équipe du Maroc, on a enfin trouvé vraiment le portier titulaire de cette sélection et pour de longues années. Problème, il ne joue pas du tout avec son club à Numancia. En même temps, nous avons le gardien numéro 2, Yassine Bounou, alors que l'autre, Mohamdi, il est remplaçant dans un club de 2e division. Et quand on dit remplaçant, c'est-à-dire qu'il joue 0 minutes. Il a joué les rencontres de la Coupe. Ils ont été éliminés très tôt par le Real Madrid. Bounou est titulaire en Liga avec un club qui tourne très très bien, Gérone, et avec un excellent Bounou. Son dernier match avec son club et ses parades ont fait la une des médias espagnols. Qu'est-ce qu'on fait? Julie. J'en ai aucune idée. C'est pour ça qu'Hervé Renard reste son poste, c'est pas lui et pas moi. Franchement, j'en ai aucune idée. On a quand même l'impression qu'Hervé Renard, dans la façon dont il gère son groupe, le message qu'il envoie, même pour ceux qui ont pu le voir de près, quelqu'un qui travaille beaucoup au groupe, à l'affectif. Je dirais, il faudrait un petit séisme pour que Bono passe devant Hamdi. Mais c'est quand même problématique. Moi, ça m'ennuierait personnellement. Mais c'est problématique. Quelqu'un qui n'a pas joué 6 mois. Et dans la première sortie, c'est délicat. Non, mais c'est par rapport à lui-même. Non, mais toi, tu ne vas pas le voir. Lui, il va le voir à l'entraînement. Il va voir s'il en est capable ou non. Je veux dire, à un moment donné, à l'entraînement, il sera capable. Mais c'est l'importance du match. Pourquoi est-ce qu'on va se forcer à mettre un gars qui est titulaire si celui qui ne l'est pas va être bon? Tu vois, à un moment donné, il faut sortir. Mais peut-être qu'il lui manquera quelque chose. Il lui manquera quelque chose, cette compétition. Mais s'il a été irréprochable à chaque fois qu'il a été appelé. Bon, sur le poste de gardien, cette situation d'un titulaire qui joue pas beaucoup et qui est très performant en équipe nationale, on la voit souvent quand même. Pas seulement au Maroc. Moi, j'ai envie de parler du gardien de l'Argentine qui était remplaçant à l'époque à Monaco. J'ai envie de parler du gardien Romero, si je me trompe pas. J'ai envie de parler de Ochoa qui était vraiment très bizarre. C'est exactement, tu as raison, c'est la même situation. Avec le maillot du Mexique se transcender. Bon, moi, ça me choque pas plus que ça. Par contre, un mot sur Bono, on l'a vu ce garçon grandir. Tu vois, c'est quelque chose. Il y a un petit quelque chose avec le public marocain. On l'a vu faire ses grands débuts lors d'une finale de Ligue des Champions au WAC, alors que avec l'Espérance de Tunis, il a été excellent aussi. Voilà, c'est quelqu'un dont on disait le plus grand bien depuis très longtemps. Et on a trop, nous, vu d'espoir brisé, d'espoir marocain brisé pour des problèmes de choix de carrière, d'hygiène de vie ou de mauvais choix. Et Yassine Bounou est en train de confirmer tous ceux qui disaient que quand il était entraînement du WAC, il était brillant. Ça me fait très plaisir de le voir à ce niveau-là et son heure viendra de toute façon, que ça soit en 2018 ou en 2019, parce que c'est enfin la concrétisation de ce qu'on espérait, c'est-à-dire d'avoir un grand joueur issu du championnat du Maroc et qui s'impose dans une ligue prépondérante comme titulaire. Voilà. Et qui était, on le rappelle, passé par l'Atlético Madrid, où il était le remplaçant de Yann Oblak. On a joint au téléphone l'un des joueurs retenus par Hervé Renard et l'un des cadres maintenant de cette sélection, et du vestiaire en tout cas, c'est Faisal Faj, qui est très très confiant. Lui, il pense déjà à la Coupe du Monde et il lance un message aux futurs adversaires de la sélection marocaine. On l'écoute.
On est habitué à jouer contre des joueurs qui jouent en Europe, d'abord la sélection portugaise ou la sélection espagnole. Nous, on les connaît. Ok, au moins, ils ne nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Va être le moment. Ils vont voir qui on est. Voilà, un groupe difficile. Tous les groupes sont difficiles. Enfin, Portugal, Espagne, l'Iran aussi. L'Iran est une équipe difficile. Et c'est une bonne équipe. Il faut respecter. Là, on a nos chances. On va tout donner. On s'est qualifié pour aller en Coupe du Monde. Et on va en Coupe du Monde pour aller le plus loin possible. Que les gens se mettent ça dans la tête. On a toujours hâte de se retrouver. Je sais que dans chaque tête de chaque joueur, on attend le moment pour se retrouver. Voilà, donc les gens se mettent bien ça dans la tête. Moi, j'adore ce genre de réaction. Lui, il apporte une fraîcheur dans cette équipe nationale. Ouais. Il casse le discours convenu. On l'a vu chanter du Louisha à la fin du match contre la Côte d'Ivoire. On le voit tentant balancer des vidéos où il fait de la musculation sur un fond de Chevy. Moi, j'adore ce bonhomme-là qui ramène le foot à une dimension de jeu, qui casse un peu les communications ultra verrouillées des grosses stars du foot et qui parle avec spontanéité. Et moi, je pense qu'on a besoin un peu de cet état d'esprit-là. C'est la fête, la Coupe du Monde. Voilà, peut-être qu'on va pas sortir des poules. C'est un énorme. Autant en profiter. Voilà. Et en plus, c'est quelqu'un qui a quand même une qualité de passe longue et de coup de pied arrêté, qui, à mon avis, est celui qui a déclenché la remontada du Maroc. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne devait pas être sur le terrain parce que Blenda se blesse, Amrabat se blesse, etc. Et on est mené 1-0 contre le Togo, je vous le rappelle. Et on était en train après avoir perdu le premier match, on était sur l'autoroute vers les ténèbres, celle qu'on connaît par cœur. Voilà. Et il nous balance ces deux corners. Et la suite, on la connaît. Donc, rappelons-nous que tout a commencé par ce bonhomme-là qui a dû sa place à un coup du destin. Et si je peux juste rajouter un truc, parce que tout à l'heure, j'étais sur Twitter et franchement, c'était juste hallucinant le nombre de personnes qui venaient critiquer la liste de ces deux matchs, contre la Serbie et contre l'Ouzbékistan, rappelons-le. Je pense que quand même, 98-2018, il y a donc eu 20 ans, Hervé Renard a réussi aussi, lui, à qualifier cette équipe après 20 ans pour une Coupe du Monde. Peut-être on peut lui accorder 4 mois de crédit. Oui, mais non. Vraiment Hervé Renard, on va passer à autre chose parce qu'on a vraiment plein de sujets. Très rapidement. Hervé Renard, qu'on salue et qui vient de rejoindre, même après moi, vient de rejoindre le monde virtuel. Il a maintenant un Facebook officiel, un Twitter officiel. Et c'est-à-dire que maintenant, dans le monde des réseaux sociaux, on est soit après Jalal, soit avant Jalal. T'es le barème. Voilà, exactement. Et Hervé Renard, il est venu rapidement, Reda. L'an zéro. Non, deux choses. La première, c'est qu'on critique pas. Enfin, moi, je n'ai pas critiqué, mais on ne critique pas la liste l'Azerbaïdjan, de la Serbie. On critique. Ouzbékistan, monsieur. C'est toi au début, tu t'es trompé. Ouzbékistan. Ouais. Alors, on ne critique pas ces listes-là, on critique ces listes parce que de façon évidente, sauf séisme, les 22 vont être extraits de ces 29. Voilà. Oui. Donc, déjà, on parle de liste de Coupe du Monde. On ne parle pas de liste de ces matchs amicaux. Voilà. Deuxième chose. Accueillons à bras ouverts la possibilité, le bonheur que nous avons de commenter, de critiquer des listes. C'est l'essence du football que de pouvoir se croire. Utile. Voilà, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Framator qui résume très bien ça, inspirée par moi-même d'ailleurs. Et il faut pouvoir faire ça, voilà. C'est un plaisir qu'on n'a pas eu depuis 20 ans, tu fais bien de le dire. Autre plaisir, celui vécu par, et joie vécu par les supporters du FC Séville. Je pense même les supporters de Manchester United, quelque part, ils doivent se dire, allez, franchement, on verra plus ces matchs. Voilà, c'était pas top, mais c'est une énorme surprise quand même, Julie. Ah oui, c'est effectivement une énorme surprise, mais après... Vraiment, recentrons. Alors, je ne sais pas s'il faut parler d'élimination de Manchester United ou de qualification de... Tu peux même faire les deux. Ou de qualification de Séville. Parlons d'abord par Manchester United, pardon. Alors, si on doit commencer par Manchester United, effectivement, c'est une surprise, à la fois au vu du match. Ça n'en est pas une parce que les choix ne sont pas là. En fait, il y a eu d'abord des occasions de Manchester United et il y a eu une domination et plein d'occasions au match aller à Saint-Jean-Pied-Rouen de Manchester United. C'est pour ça le regret que peuvent avoir. Et je rajoute une chose, c'est que le match du week-end dernier pouvait laisser à penser que Manchester United justement serait complètement capable de jouer cette qualification. Non, justement, c'est là où tu te trompes. Excuse-moi, parce que bon, déjà pour Mourinho c'est facile. Mourinho mettant tout sur le résultat, vu qu'il sacrifie le plaisir, l'élégance, le spectacle à le jeu, voilà, à seule vue du résultat. Moi, je veux bien comprendre. À chaque fois qu'il essaie, ça marche pas. Regarde, là, il s'est éliminé. Il a perdu un peu son fluide magique, effectivement. Quand le résultat n'est pas là, donc du coup, il reste plus rien. Il reste plus rien. Voilà, quand le résultat n'est pas là, il reste plus rien, donc c'est un échec. Maintenant, là où tu parles du match de samedi et tu fais référence à, c'est un match en trompe-l'œil parce qu'en ayant subi contre Liverpool toute une mi-temps dans ta surface.
tu tombes sur un Liverpool qui n'est pas inspiré, sur un Salah qui se marche dessus avec Mané, sur des joueurs qui ne sont pas en grande forme, et tu as l'impression que globalement tu as construit une victoire et on va te juger par rapport à ce résultat, par rapport au fait qu'il est glorieux. Mais je suis désolé, je veux dire, ça ne peut pas marcher tout le temps comme ça. Aujourd'hui, on a une équipe, sincèrement, qui propose très peu de jeux. On a une équipe, on a vu une énième fois Pogba rentrer sans avoir d'impact. On a vu quasiment sur les allers-retours. Franchement, sur les allers-retours. Voilà. Alexis Sanchez, c'est nul, mais par exemple, ce qu'avait pu proposer Rashford sur le match de ce week-end, alors que justement, il est là finalement. Il n'a pas été bon aujourd'hui. Mais parce qu'il est bridé aujourd'hui, bridé pour laisser Alexis Sanchez justement à sa position et qui ne propose rien, qui est vraiment. Après, tu as des faits. C'est le foot. De Gea, par exemple, qui fait une saison phénoménale. Oui. De Gea, le deuxième but, il est pour lui. Voilà, ça n'enlève rien à sa qualité, mais quand tu te mets aussi peu de marge de manœuvre, tu peux avoir ça. Tu peux avoir un Benitez qui est en feu, qui aurait pu même mettre un triplé s'il n'avait pas loupé son face-à-face contre De Gea. Tu peux avoir De Gea qui fait une faute de main. Tu peux avoir, comme tu as eu, et tu aurais pu avoir samedi aussi, un tir contré de Mané qui rentre comme ça à la dernière minute, ou un penalty sur une main sifflée. Et là, toute la science de Mourinho qui a battu Liverpool, elle tombe à 0 parce qu'il fait 2-2, parce qu'au lieu de faire 2-1, et parce qu'on ne juge qu'une seule chose, c'est le résultat avec lui. Voilà, on ne juge pas le style, on ne juge pas la performance, on ne juge pas les progrès des joueurs, on ne juge pas l'élégance, on juge le résultat. Voilà. En l'occurrence, ce résultat est un échec. Donc du coup, Mourinho est en situation d'échec, en tout cas en Ligue des Champions. Et ses oreilles vont siffler à Manchester. Parce que je peux vous garantir que franchement, Reda, ça, je ne pense pas. Ça, je pense pas parce que, quand même, lui, il arrive sur un club en ruine quand même. Depuis le départ d'Alex Ferguson, Manchester United, ils ont tout essayé. Et là, le gars, sa première saison, il gagne un titre continental, l'Europa League, d'accord. Il se qualifie pour la Ligue des Champions. Oui. Et là, il est deuxième et même presque. Et après samedi, c'est quasiment assuré. Alors qu'ils avaient fini 9e il y a 2 ans. C'est quoi le problème? C'est terrible. Déjà, c'est ce qui va se passer avec Wenger quand il va partir. Il y aura une chute, même s'il est déjà pas bien. Ça va être encore pire. Il ne peut pas y avoir une chute ça peut être pire. Quand tu enlèves quelqu'un comme Ferguson qui fait 25 ans, voilà. Mais revenons à Mourinho. C'est quoi le problème de Mourinho? Mais c'est Guardiola. Voilà, il peut faire la meilleure saison du monde, il est derrière lui. Voilà, il est là son problème. C'est que presque ceux qui connaissent bien le sujet. Mais il n'était pas obligé de sauter dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et là, Guardiola n'y est pour rien. Il te parle même d'un complexe. Parce que Mourinho, qu'est-ce qu'on lui reconnaissait? Les confrontations directes, la Ligue des Champions, la destruction du jeu de l'adversaire, le fait qu'en aller-retour, il était très fort. Ce qu'il avait fait avec l'Inter, c'est ce qu'il avait fait avec Porto, c'est ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'indépendamment du style du jeu, ce bonhomme peut-être ne peut passer à côté d'un championnat, mais sur une confrontation aller-retour, avec sa science de la psychologie, du contre. Il est fort pour décrypter le jeu de l'adversaire, ce qui est plus compliqué sur un championnat. Et là, ça a loupé parce que tu n'avais pas la marge de manœuvre suffisante. Ça a loupé parce que tu tombes sur un Benitez qui est en feu. Ça a loupé à 10 minutes près. Et ça a loupé, je m'excuse, et c'est pas plus mal pour le foot qu'on aime. Non, c'est pas vrai. Ça n'a pas loupé à 10 minutes près parce que ça a loupé à l'aller aussi, en fait. Tu vois, et ça a loupé, quasiment depuis le début de leur campagne en Ligue des Champions, ça a loupé. On peut dire qu'à un moment donné, on a revu, on peut même pas dire que ces dernières années, dans une équipe de Mourinho, on a revu justement ce rythme ou ce sens ou cette abnégation qu'il arrivait à apporter à certains joueurs, qu'il arrivait à donner à une équipe. Oui, tu vois ce que je veux dire? Il a perdu la main sur cette équipe. Mais non, mais il a perdu la main sur ses équipes globalement depuis Real Madrid. Il s'est passé quelque chose. Bon, il est quand même champion avec Chelsea après. Mais il faut ceux qui connaissent le sujet, sincèrement, je répète quasiment mot pour mot ce que j'ai entendu rapidement, de la part de spécialistes pour aller vite. Mourinho a 2 phases. Il y a une phase ascendante jusqu'au Real, et au Real il se passe quelque chose. Voilà. Et au Real il se passe quelque chose où il perd son vestiaire, où ça va trop loin, où il casse le vestiaire en deux, où il a les anciens joueurs sur le dos, et où on a l'impression que son blocage c'est Guardiola. C'est-à-dire Guardiola étant dans son fantasme le faiseur de beaux jeux, et lui étant le vilain petit canard. Voilà. Et il va se caricaturer dans cette pensée-là. Voilà. Et aujourd'hui, il est effectivement un peu prisonnier de cette caricature. En tout cas, Manchester United et Mourinho s'arrêtent au stade des 8e de finale de cette Ligue des Champions. C'est un coup dur pour les Mancuniens et pour
le Special One. Autre qualifié pour les quarts de finale, l'AS Rome. L'AS Rome battu 2-1 à l'aller par le Shakhtar Donetsk, s'est imposé 1-0 et se qualifie de justesse donc face à la formation ukrainienne. L'AS Rome qui rejoint la Juventus de Turin. Il n'y aura pas l'Italie en Coupe du Monde, mais il y aura 2 clubs en quart de finale de la Ligue des Champions, Julie. Oui, avec à mon avis, ça va être un bon tirage de tomber sur la Roma quand même, parce que qui était en très grosse difficulté face à un Shakhtar réduit à 10 en plus, et qui a vraiment une seule façon de faire, c'est de tout jeter sur Edin Dzeko, quoi. Donc, à mon avis, voilà, c'est juste un bon tirage. La Roma, salut, au revoir. L'AS Roma qualifié donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Demain, 2 chocs au programme avec surtout un FC Barcelone contre Chelsea au Camp Nou, et puis le Bayern de Munich face au Besiktas. Le Bayern déjà pratiquement en quart de finale après son succès 5-0 à l'aller, sauf s'il y a une remontadiche, comment on dit en turc la remontada pour la formation du Besiktas Istanbul. On se retrouve dans un court instant pour parler de tout ça, les amis. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club avec moi ce soir Julie Rosselin. Rebonsoir Julie. Rebonsoir Jalal, bonsoir à tous. Et Reda Alali, rebonsoir Reda. Rebonsoir les amis. Avec bien sûr toujours cette Ligue des Champions. Demain, ce mercredi, donc ce choc entre le FC Barcelone et la formation de Chelsea. Le Barça est revenu avec un précieux match nul lors du match aller de son déplacement à Stamford Bridge face à Chelsea, avec une égalisation de Lionel Messi en toute fin de rencontre. Fred Hermel, notre consultant pour le football espagnol, vient de nous rejoindre. Il va évoquer avec nous bien sûr cette confrontation du Camp Nou entre 2 clubs au style diamétralement opposé. Fred. Oh oui, que le match, il est important, celui du Barça face à Chelsea. Mais je crois qu'il n'est pas simplement important pour le Barça et pour le football espagnol. Je crois qu'il est important pour le football lui-même. Alors vous allez peut-être me trouver un petit peu dur avec la tactique de Chelsea au match aller. Mais moi, comme amoureux de football, je n'ai pas aimé. Un club qui refuse la balle, un club qui a en tout et pour tout 30% de possession du ballon chez lui, dans son stade, en Angleterre, à Londres, et non mais franchement, c'est pas normal. Donc moi j'espère pour le football que le Barça va passer. D'ailleurs, il va passer. Messi a eu son 3e enfant, il est papa, il s'est reposé ce week-end. Voilà, il a peut-être dû donner quelques biberons, mais enfin, c'est pas très fatigant. Et Messi sera en super forme pour jouer contre Chelsea. C'est lui qui fera la différence, comme il avait fait à l'aller. Et puis cette équipe du Barça, avec le système 4-4-2 de Valverde, un grand entraîneur Valverde, saura comment gérer cette rencontre. Et même si le Chelsea peut marquer au Camp Nou, et il peut le marquer, ça ne sera pas un problème, puisque une victoire suffit au Barça, et je n'ai aucun doute que le Barça sera là. Alors, il n'y aura peut-être pas Iniesta qui a repris l'entraînement à moitié hier lundi, mais qui pourra aussi peut-être participer à un moment ou à un autre de cette rencontre. Voilà, moi je pense sincèrement que cette rencontre va voir la qualification du FC Barcelone, et j'en serai très heureux. Voilà. Pour Fred, il n'y a pas de doute. Quoi, Reda ? Il est sous oxygène, là, je pense. On va encore le retrouver sur d'autres sujets qui l'intéressent énormément. Donc, le Barça est le favori, effectivement, mais rien n'est encore joué. Avant d'en débattre, les amis. Si on résume sa pensée, en fait, il faut que le Barça gagne parce que le Barça propose du beau jeu alors que Chelsea vraiment boue, c'est nul. Voilà. C'est ça. Hein. C'est ça. T'es d'accord avec ça, Reda ? Et nous, on aime le beau jeu. Donc, si on se débarrasse à la fois de Manchester United et de Chelsea, avant d'avoir donc les réactions,
Reda, le Barça outrageusement dominateur en Liga et favori même face à Chelsea. Bien sûr, ils sont favoris face à Chelsea, pas seulement parce qu'ils sont dominateurs en Liga et qu'ils ont sans doute une des meilleures équipes, enfin pas sans doute une des meilleures équipes en Europe, mais surtout parce qu'ils ont ramené un partout. Il faut quand même rappeler d'où on vient. Ce un partout, il arrive comment? Parce que moi, j'ai pas l'impression que Chelsea a déjoué. J'ai l'impression que Chelsea a fait un bon match et que j'ai même l'impression que Conte a essayé de refaire contre le Barça ce que l'Italie de Conte avait fait contre l'Espagne, ce fameux 2-0 où l'Italie bat l'Espagne à l'Euro 2016. Par contre, j'ai l'impression aussi que ce qu'il a manqué, c'est que d'un côté, il y avait Messi, ce que n'avait pas l'Espagne, et de l'autre côté, il y a cette affreuse passe latérale qui se termine avec ce tacle d'Azpilicueta dans le vide, qui fait que Iniesta prend le ballon et envoie Messi au but. Donc oui, Chelsea a fait ce qu'il a pu, ou non, Chelsea n'a pas refusé le jeu, et oui, le Barça a été... tel le Cobra, très fort pour piquer sur la seule erreur défensive de Chelsea. Donc évidemment, ils sont super favoris pour demain. Voilà. Mais en même temps, on est très content de voir une affiche comme ça, qui est quand même un gros classique de la Ligue des Champions. C'est Chelsea-Barça, on remplit l'histoire de polémiques. J'espère qu'on aura notre lot demain. Voilà donc Chelsea qui affronte le FC Barcelone. Ils ont une histoire quand même. De la disgrace. Alors la disgrace, c'était quand? C'était en 2009, je pense. Ouais, c'était 2009. Hein. Et ce superbe but en toute fin de match d'Iniesta en pleine lucarne, ce pénalty. L'arbitrage désastreux de l'arbitre suédois. Je pense qu'il a fini dans un monastère. C'est toi qui nous avais non, c'est moi. C'est toi, voilà, exactement. Ouais. Vous avez confirmé cette histoire? Non, parce que vous ne m'aviez pas cru, mais c'est bien. Il n'a pas fini dans un monastère. Il est passé quelque temps. Est-ce que je peux donner mon avis sur est-ce que le Barça est favori et répondre à Fred Hermel ou tu veux pas? Moi, j'ai le droit. Oui, tu as le droit, bien sûr. Je pense vraiment que Fred, il faut qu'il l'arrête. Non, mais sérieusement, il faut qu'il l'arrête parce qu'il faut qu'il se rende compte que suivant l'équipe, si elle est espagnole ou si elle est sous une autre étiquette, il tient des discours vraiment. Il fallait qu'on entende sur Séville, Manchester United. On n'a pas eu le cas, on n'a pas eu le temps. Mais s'il nous avait dit la même chose. Non, mais c'est-à-dire qu'il a pu nous dire que l'Atlético Madrid, que l'Atlético Madrid, pendant des années, on a soupé le discours de Fred Hermel que c'était fabuleux, jusqu'à ce qu'effectivement lui-même en ait marre de cet Atlético-là, et il nous dit aujourd'hui une chose complètement différente sur Chelsea. Moi, je suis assez d'accord avec Reda. Je pense que le Barça, effectivement, part favori, même si sur le match aller, on a quand même senti ce FC Barcelone parfois extrêmement déstabilisé et fébrile par Chelsea. Je pense que les 2 points négatifs, en fait, pour Chelsea, ce sont exactement les 2 points forts de l'équipe l'année dernière qui n'existe plus. C'est-à-dire que défensivement, à mon avis, ce n'est plus aussi fort et c'est cette année beaucoup plus fébrile dans cette défense britannique. Et je pense que la deuxième chose, et à mon avis, on a pu le voir au match aller, c'est qu'il faut cette saison énormément d'occasions pour qu'il y ait un but, alors que l'année dernière, c'était d'une efficacité sans pareil. Moi peut-être que je suis de mauvaise foi, mais je probablement. Crois pas, oui, très probablement. Et d'ailleurs, je revendique. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse comparer, d'après ce que dit Fred, j'ai pas l'impression qu'on puisse comparer le Conte, le Chelsea de Conte, soi-disant négatif et refusant le jeu, au Mourinho de United. J'ai quand même l'impression que quand j'ai vu Chelsea, mais bien sûr que non, Reda, c'est ce qu'on vient de dire. Non, ce n'est pas que toi qui es de mauvaise foi, c'est Fred, complètement. Non, mais bien sûr. J'ai l'impression que Chelsea a fait exactement ce qu'il fallait pour bousculer le Barça. Mais bien sûr que oui. Mais maintenant, comme le PSG a laissé passer sa chance à l'aller, et voilà, se retrouve dans une situation difficile. Et ben c'est même ce qu'il dit, Conte. On n'a pas eu l'occasion de le. On va l'écouter. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit voilà, on arrive. Mais avant de nous dire ce que va dire Conte, Reda, on va écouter Antonio Conte ainsi qu'Ernesto Valverde. C'est tout de suite. Ils sont capables de marquer à tout moment. On ne peut pas savoir avec quelle stratégie ils vont se présenter, s'ils vont attaquer ou rester derrière. Nous ne devons pas nous concentrer sur ce qu'ils vont faire, mais nous contenter de jouer notre jeu. Quand vous jouez contre le Barça, qui est pour moi une des meilleures équipes du monde, si vous voulez avoir une chance de passer, vous devez faire le match parfait. Au match aller, nous avons fait une erreur et nous l'avons payé très cher. Bien entendu, ce résultat avantage le Barça, mais on connaît leur philosophie, on sait qu'ils vont vouloir jouer leur football, attaquer et tout faire pour gagner ce match.
we made a mistake. We paid a lot this mistake. We made a mistake and we paid it. Il le sait. We paid it. Voilà, c'est la cruauté de la Ligue des Champions. Je l'adore, moi. Franchement, je l'adore. Philosophie et tout. Tu as une passe comme ça qui vient, qui longe, enfin de tête, qui longe une passe. Quelle passe, elle est là. Non, c'est pas une passe. Hein. Non, il y a une erreur, il y a une faute au niveau de la relance, mais la passe, elle est horrible. Elle est somptueuse. Non, je parle pas de la passe d'Iniesta. Ah non, je parle de la passe qui est interceptée. Ah d'accord. Parce qu'à un moment, il y a une espèce de passe latérale, voilà, exactement, qui crée la panique dans la défense de Chelsea. Et c'est là la limite de la science de l'entraîneur, des 4-4-2, 4-3-2-1, machin, etc. D'un côté, tu as Messi qui a frappé sur cette passe. D'un côté, tu as une erreur individuelle. Et il a raison. Il revient là-dessus. Et je sens qu'il porte ça comme un boulet. Et je sens qu'il va être ce match aller va être la raison de l'élimination de Chelsea. J'ai l'impression que ce soir, tu es dans une nouvelle remise en cause en fait du football et que tu es bientôt à nous dire que finalement c'est que de la chance. Non, je suis en train de dire qu'il faut relativiser les résultats par rapport au fait qu'on a un sport à score bas. C'est-à-dire que des petits événements donnent des grandes conséquences. Contrairement au basket où quand tu gagnes 120 à 80, on peut estimer que tu es plus fort. Au tennis où il y a 400 ou 500 points, là, ça se joue sur un but. Et tu as l'impression, d'ailleurs, moi je rêve un jour de faire l'expérience, ça ne sera jamais fait, mais de prendre deux équipes avec les mêmes joueurs, le même arbitre, faire 3 fois le même match, il y aura 3 résultats différents. Donc ce qui force l'humilité des gens qui commentent. Et on le sait tous qu'il y aura forcément 3 fois des scores différents. Voilà. En tout cas, il ne risque pas d'avoir une issue différente pour le match, l'autre match de la soirée de ce mercredi, le FC Barcelone qui a mis tout simplement en KO le Beşiktaş Istanbul, l'équipe du Bayern de Munich à la recherche, et son entraîneur à la recherche d'un record de 11 victoires d'affilée en cas de succès face au Beşiktaş, le Bayern de Munich qui retrouve les couleurs avec son nouvel entraîneur, donc son nouvel ancien entraîneur, Jupp Heynckes. David Lortolari, notre consultant pour le football allemand, ne s'attend pas vraiment à un match compliqué, limite une simple formalité pour un Bayern en grande forme. Au Bayern, ça va bien. On a profité d'un adversaire faible ce week-end pour gagner encore en confiance. Avec Franck Ribéry qui a réussi un doublé qu'il n'avait plus réalisé depuis plusieurs saisons. Avec Arjen Robben qui s'est montré aussi. Avec Lewandowski en attaque qui a continué de battre des records. Il a dépassé un certain Gerd Müller, par exemple, ce week-end sur l'une des lignes de statistiques qui concerne les attaquants de pointe. Et puis, voilà, le Bayern bien se concentre surtout médiatiquement sur la succession de Jupp Heynckes, et pendant ce temps-là, les joueurs, et ils remercient d'ailleurs leur entraîneur à ce sujet, les joueurs peuvent se concentrer au quotidien sur les performances à venir, en championnat où c'est déjà quasiment fait, en coupe où il y a un trophée à glaner rapidement puisqu'on est déjà en demi-finale, et en Ligue des Champions où on a une belle avance pour Beşiktaş en vue du quart de finale. Voilà donc pour les rencontres de ce mercredi en Ligue des Champions. Autre sujet très très chaud cette semaine, l'avenir de Neymar. Alors Neymar restera pas. Je vous propose d'abord de regarder le sujet avec bien entendu plusieurs versions, plusieurs déclarations à droite à gauche, les médias catalans qui parlent d'un souhait, d'un retour de Neymar pour revenir donc au FC Barcelone, le Real Madrid. La clause est de 400 millions d'euros. Ils veulent se débarrasser de certains joueurs, comme vendre Bale, vendre Isco pour plusieurs médias espagnols. J'ai passé la journée à regarder ça un petit peu aujourd'hui. Et puis il y a le voyage d'Ancelotti au Brésil et la déclaration du papa du joueur. On regarde le sujet, on en parle juste après. De retour au FC Barcelone ou arrivant au Real Madrid, les deux hypothèses semblent de plus en plus crédibles. Les premières rumeurs avaient fleuri dès le début d'année, mais l'élimination du club parisien et la très longue indisponibilité du Brésilien n'ont rien arrangé. Selon la presse espagnole, l'entourage de Neymar aurait fait comprendre aux joueurs que le PSG n'est pas un club assez compétitif pour lui et qu'il doit le quitter au plus vite. Du côté du Barça, on ne semble pas conquis par l'idée d'un retour du Brésilien qui a été plutôt bien remplacé cette saison et ne semble plus si indispensable. Le Real, en revanche, serait en contact permanent avec le père de Neymar. Selon le quotidien AS, le club madrilène pourrait dépenser jusqu'à 400 millions d'euros pour s'offrir les talents du prodige. Encore faudrait-il pour la Maison-Blanche se séparer de joueurs comme Gareth Bale ou Karim Benzema. Un transfert est-il alors possible dès cet été? Difficile à dire, le club parisien n'étant évidemment pas vendeur d'un joueur qu'il a mis en plein cœur de son projet. Bon Julie,
c'est un sujet qui te concerne directement, grande supportrice du Paris Saint-Germain, du très grand projet galactique du PSG. Oui, c'est quoi ta question alors? Neymar qui pourrait partir après moi, je suis pas dans les demi-saison coulisses. au Paris Saint-Germain. Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas proche du papa de Neymar, donc je ne sais pas quel est le. Est-ce que ça t'étonne qu'on commence à en parler déjà? Alors, moi, je pense qu'on commence à en parler depuis presque le début de l'année, voire depuis son arrivée. Il a commencé à Guingamp, non? Voilà. Je pense que ça fait un petit moment qu'on en parle. Je pense qu'effectivement, ça m'a l'air en tout cas d'être le souhait du Real Madrid de le faire venir. Le FC Barcelone, d'un point de vue tout à fait personnel, encore une fois, sans avoir les informations en coulisses, ça me paraît hautement improbable, d'autant que, comme c'était dit, il a été plutôt bien remplacé, il ne semble pas indispensable. Et d'ailleurs, ils sont sur une piste encore plus chaude, celle d'Antoine Griezmann, qui se confirme, une piste qui se confirme pour le FC Barcelone. On va aller retrouver Fred Hermel au sujet donc, de ces rumeurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible, Fred, que Neymar puisse partir et puisse quitter déjà Paris? Fred? Oui, Hervé, Neymar a de grandes chances de rester la saison prochaine au PSG. Et je suis d'accord avec toi, ce serait une catastrophe pour le club parisien qu'après avoir fait tout ce show il y a un an en disant « Oh, Neymar, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et tout ce que vous voulez », ce serait terrible pour le PSG de perdre le joueur seulement un an. Ça voudrait dire que Neymar considère que la Ligue 1 n'est pas assez bonne pour lui et que le PSG ne peut pas lui permettre de gagner des titres. Voilà, ce serait une conclusion terrible. Je ne dis pas que Neymar va venir au Real. Mais ce que je peux vous affirmer, et je vous demande de me faire confiance, c'est que le Real veut Neymar. Que papa Neymar Senior, parle avec Florentino Pérez au moins une fois par semaine, je peux vous l'assurer. Que même quand il est en train de signer son contrat à Paris l'été dernier, il parlait encore avec le Real Madrid. Parce que n'oubliez pas qu'avant d'arriver au Barça, le Real Madrid avait déjà fait passer la visite médicale à Neymar. Et que finalement, Florentino Pérez n'avait pas voulu se mettre dans ce transfert à cause de toutes les commissions qu'il fallait payer et tous les problèmes qui pouvaient en découdre et qu'ont eu les dirigeants du Barça. Donc, Neymar aujourd'hui est un joueur achetable. Le prix, j'en sais rien, mais le Real est riche. Et donc, même s'il n'y a pas de clause libératoire au contrat de Neymar, un joueur peut se rebeller pour aller dans un autre club. Et je l'ai dit déjà cet été, je le répète ce soir. Ce que Neymar et son papa, le mauvais coup qu'ils ont fait au Barça, ils sont capables de le refaire au Paris Saint-Germain. Ça, il n'y a aucun doute. À ce niveau-là, moi, je suis d'accord avec Fred Hermel. Et leur déclaration aujourd'hui, non, ils se sont bien à Paris. Moi, je n'y accorde aucun crédit. On va voir comment vit ça du côté de Paris avec notre cher Hervé Penaud. Hervé, est-ce que c'est possible que Neymar parte déjà? Le héros du mercato, il n'était pas là pour le match le plus important, mais c'est incroyable. Mais Neymar, il n'était pas là, mais il sera là l'année prochaine. Allez, je suis prêt à mettre un petit pari. Peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment. Imaginez le Qatar, qui a mis autant d'argent sur lui pour le faire venir, être la tête de pont de tout ce mercato, être, entre guillemets, le PSG était Neymar dépendant, et d'un seul coup, premier été venu, oh bah tiens, Neymar on va le laisser partir parce qu'on va récupérer de l'argent. Non, ça je n'y crois absolument pas. Neymar c'est effectivement le projet Paris Saint-Germain. Simplement, il va falloir qu'il travaille autour de lui au Paris Saint-Germain et pas simplement lui donner toutes les clés du camion en le plaçant, j'allais dire, au-dessus du club. Ça, c'était une erreur. Mais en revanche, le garder, c'est la moindre des choses. Parce que si vous montrez aux autres plus grands clubs étrangers que finalement, le plus grosse prise que vous avez eu de toutes ces dernières années, c'est-à-dire Neymar en payant la clause au Barcelone, et d'un seul coup, tout s'écroule au bout d'un an. Le joueur est capable, via réseau souterrain, j'allais dire, parce que dans ces cas-là, vous allez au bras de fer, il est capable de partir du club. Et là, ça voudrait dire, c'est un signe fort, un signal très fort que vous allez envoyer aux autres. Je sais que le Real est un bloc dessus. Hein, Fred, mon ami Fred. Mais c'est pas cette année que vous allez l'avoir. Je ne dis pas que ça ne pourra pas se produire après. Parce que vous ne pouvez pas aller non plus contre la décision d'un joueur. Ça me paraît très, très improbable. Mais sur un premier mercato, là, à un moment, il va falloir faire, s'il le faut, un bras de fer. Et il y a de fortes chances quand même que le Paris Saint-Germain le gagne. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le président, je crois, va se rendre, ainsi qu'Enrique, si je ne m'abuse, au chevet du petit malade, celui qui a mal au pied, évidemment, pas une grande maladie, mais il est en train de se soigner au Brésil, à son chevet, pour rappeler
à Neymar que c'est le joueur le plus important du club, que c'est quelqu'un qu'on adore, et on est prêt à faire tous les efforts pour lui. Donc je pense qu'à un moment, vous savez, il y a des moments un peu durs dans des relations de club, c'est peut-être le cas en ce moment. Neymar, il a certainement envie de partir, d'aller voir l'air ailleurs, d'aller voir l'air du Real notamment, mais le Paris Saint-Germain a les arguments pour pouvoir le retenir. Arguments financiers évidemment, et puis, pourquoi pas, reconstruire une équipe autour de lui qui vous dit que là-bas, quand ils vont discuter ensemble, président et Neymar, ils vont pas discuter aussi de tous les à côté du club. Donc Neymar, mon bon Fred, je t'adore, mais pas de Real. Pas de Real. Alors, vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Non, donnez-moi vos avis. Non, rapidement. Ils disent pas des choses contradictoires. Ils disent à peu près la même chose. Ils disent tous que les deux disent que le Neymar veut partir, mais ça serait une claque insupportable pour le projet. Non, mais même pour l'orgueil des propriétaires du PSG. Donc voilà. Vraiment, c'était parfait les deux interventions. J'ai juste envie de rajouter juste un ressenti personnel. Neymar, c'est plus un joueur de foot, c'est un cirque. Voilà, c'est un cirque, c'est pas possible. C'est une série télé, c'est une telenovela, c'est insupportable, c'est pas possible quoi. Et il s'est blessé, il va partir au Brésil. Il lui fallait 3 jours pour fêter son anniversaire. Je pense que c'est une telenovela qui doit s'inscrire dans une structure. Mais l'information, enfin le sentiment qu'il y a derrière ça, c'est que oui, on a l'impression que Neymar est trop grand pour le PSG ou même c'est ça le problème parce qu'il aurait été à Paris, à Madrid. On a parlé au Barcelone, il y avait Messi, mais à Madrid, il n'aurait pas eu le même comportement. Bah non. On ne sait pas si Madrid ou lui aurait eu le même comportement, mais en tous les cas, ils auraient mieux su le gérer. Parce que de toute façon, effectivement, on se rend compte que c'est une star, malheureusement, trop importante pour ce championnat-là, pour ce club-là, et que du coup, finalement, ça déséquilibre en quelque sorte un peu tout. C'est-à-dire que voilà, face à lui, il n'y a plus rien. Et donc du coup, c'est très gênant médiatiquement, c'est très gênant pour le groupe. Et moi, je veux bien croire Hervé quand il dit effectivement, on va essayer de maintenant aménager tout ce qu'il y a autour, on le prend au milieu et on fait en sorte. Mais je vois mal comment ça peut être possible vu que l'erreur de base a été faite, à savoir de le placer directement au-delà du club. Maintenant que cette erreur elle est faite, à mon avis, la genèse est faussée et c'est très difficile maintenant de créer autre chose autour. La genèse est faussée, tout est dit. La genèse est faussée, c'est le mot de la fin, pas de l'émission, mais sur cette question de Neymar. Début, du coup, on va exactement revenir. C'est un nouveau feuilleton peut-être, une nouvelle telenovela qui commence. Moi j'ai envie, et on va réussir à le faire, merci beaucoup de votre aide, de rendre hommage à la fin de cette émission d'une athlète dont moi personnellement je suis devenu fan, la judokate marocaine, sénégalo-marocaine Asma Niang, une athlète exceptionnelle. Elle a aujourd'hui 35 ans. Elle se maintient parmi les meilleurs dans sa discipline au monde. Elle a commencé à pratiquer le judo à 20 ans et elle est aujourd'hui encore parmi les 4 meilleurs judokas au monde. On écoute sa réaction et si on a le temps, on en parle juste après. Alhamdoulilah, vraiment très 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 contente parce que déjà le Maghreb, le Grand Prix, comme on commence à voir les compétitions là, où quand déjà me préparer depuis très longtemps justement brut l'hymne national marocain impossible parce qu'un darouri lazim nisma'ouh et j'avais un peu la pression parce que c'est à la maison là alhamdoulilah j'étais concentrée et je voulais vraiment faire entendre les couleurs du judo, et puis être à l'exemple des jeunes parce qu'on a une jeunesse qui est vraiment forte, qui commence à vraiment être bien dans le judo et je suis un peu leur, on va dire, leur phare. Et malgré mes 35 ans, je suis un peu leur phare et j'avais besoin de leur dire qu'eux aussi ils peuvent réussir. Et il n'y a pas photo, on a un président qui est extraordinaire, qui fait un bon travail avec Christian Chaumont, le nouveau DTN. Tout a changé, il y a un nouveau air, on respire mieux. Il y a des jeunes où je les trouve très 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 talentueux, ils avaient juste besoin de soutien, de justement un planning, On est content parce que c'est une préparation 3 ans avant les Jeux. On ne prépare pas les athlètes 1 mois ou 2 mois ou 1 an avant les Jeux. Au judo, c'est un sport qui est très 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 dur. Et pour se qualifier, c'est 3 ans avant. C'est pas la veille. Et je trouve que le judo marocain, c'est pratiquement même le seul sport au Maroc où on travaille 4 ans pour préparer des jeunes. Et même on est en train de viser 2024. Et là, on a un petit jeune, justement, le Bassou, le cadet, qui a fait un magnifique... je suis tellement fière de lui d'ailleurs. Il fait 3e sur des gens forts. Lui aussi, c'est un bon potentiel pour plus tard.
Voilà, donc Asma Niang, l'athlète marocaine qui a remporté la médaille d'or du Grand Prix d'Agadir ce week-end et qui fait partie du top mondial dans sa catégorie de moins de 70 kg. On n'a pas eu le temps malheureusement... 70 ans. Comment? Non, pas de moins de 70 ans, non. On n'a pas eu le temps de parler de Zidane, mais on va garder au chaud ce sujet. Et le sujet, c'est bien sûr la légitimité de Zinedine Zidane, malgré bien sûr tous les résultats positifs qu'il a réussi, malgré les titres qu'il a gagnés. Tu en doutes encore. Non, donc, pas moi. Du coup, ça veut dire une large partie du monde en doute. Pas une large partie du monde, mais même Zidane, il a dû répondre à une question cette semaine sur bien sûr, une question posée par ton correspondant. Mon correspondant, qui n'est autre que l'ambassadeur numéro 1 de Zinedine Zidane. Non, parce que non, mais c'est que cette question puisse sembler absurde après ce qu'on a vu, évidemment. Mais ce succès contre le PSG ne doit pas doit pas occulter un point qui est possible, qui est que si le Real se plante en Ligue des Champions, et c'est très possible parce qu'il reste quand même 3 tours avant la finale. C'est une saison blanche. C'est une saison blanche. Et cette saison blanche, dans un club comme le Real, ne peut pas bien se passer. Voilà. Merci beaucoup, Julie Rosselin. C'était un plaisir. J'étais vraiment ravi de t'avoir sur ce fauteuil-là et pas sur celui-là. Merci beaucoup, Reda Hallali. Merci. Je voudrais quand même protester devant l'ensemble des téléspectateurs sur l'odieux complot qui a visé à me priver de vous donner mon opinion sur le judo. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Tu auras l'occasion une prochaine fois. C'est la fin de cette édition du Club. Mille merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.